Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Azul Filaouen, Massa Nour, euh, j'espère que nous allons, j'espère que qu'à la fin, euh, vous- je réussirai à rendre un peu plus clair certains aspects, certaines complexités de la situation algérienne à travers un cadre assez théorique que je vais rendre pratique. Donc, l'intervention de ce jour, je la ferai, en pensant à des proches à moi, pour qui auraient des difficultés à saisir certains concepts, certaines démonstrations, certains raisonnements contre-intuitifs. C'est-à-dire, ce sont des raisonnements qui vont à l'encontre de ce que vous pensez ou bien de ce que nous pensons. Naturellement. Donc, je tiens à vous signaler que ce sera de la théorie des jeux, dans lesquels j'éviterai tout calcul, toute démonstration mathématique, absolument tout. Il n'y aura absolument rien de mathématique, il n'y aura absolument aucune démonstration. Je tiens à vous signaler dès à présent que même si je marque des temps d'arrêt, je balbutie par moments parce que c'est un aspect qui est très stressant. La théorie des jeux est très stressante, hein. Elle est vraiment très stressante. Elle perturbe. Psychologiquement, elle perturbe. Donc, je vous rassure, les perturbations que vous allez ressentir, je les ai ressenties en tant qu'élève. Donc, c'est des concepts de théorie des jeux, Nash, Van Neumann, Morgenstern, euh, Kenneth Arrow et d'autres que je vais manipuler pour vous montrer, du moins, tenter de rendre les choses un peu plus claires. Donc, il y aura une approche prisoner dilemma, le dilemme du prisonnier, pas une approche de chicken game, de hawk and dove, du vautour et de la colombe, etc. Et je penserai surtout aussi à toutes ces personnes qui me sont très chères, hein, que je ne vois pas actuellement. Donc voici la thématique. La thématique, c'est Algérie, détenu et assassinat politique à travers Ali André Msili, Mohamed Boudiaf et Lounas Mahtoub. Entre innocence et culpabilité. Ensuite, l'Algérie face à la France et aux USA, ses équilibres en théorie des jeux. Donc, voici la thématique. Je vous signale bon, que je travaille avec les moyens de bord. Il y a un aspect que je vais expliquer d'une manière plus formelle. Au coin de la salle, là, à l'opposé de la caméra, il y a un tableau sur lequel j'ai préparé quelques tableaux, quelques matrices exactement, pour pouvoir expliquer ce que je vais dire. Donc, donc, il y a plus d'un mois, je fais une intervention à laquelle il faudra ajouter les autres interventions. J'ai parlé d'une manière peut-être assez simple, avec des phrases banales, basiques, etc. Mais j'ai dit que je vais revenir sur ça parce que j'attendais le 27 juin, j'attendais le 29 juin, j'attendais le 5 juillet. 25 juin, c'est pour la mémoire de Lounas Matoum. Le 29 juin, c'est pour la mémoire de Mohamed Boudiaf. Et le 5 juillet, c'est pour l'indépendance de la patrie. Et pour l'indépendance de la patrie, je préfère plutôt dès à présent vous dire que je pense à un homme actuellement, qui vit un survivant, un rescapé du groupe de choc de Ali Khouja, qui s'appelle M. Kchot. Donc, la révolution algérienne, la guerre de libération nationale, l'indépendance, je les penserai à travers la personne, l'illustre, le monumental, Msaad Kchot. Profitez-en pendant qu'il est vivant.
Msaad Kchout était membre du groupe de choc d'Ali Khouja. Bon, voilà. Donc, il y a des hasards qui sont des hasards qui disent beaucoup alors que naturellement, l'importance pour nous autres, pris individuellement, ces cas sont indépendants, cachent certaines vérités. Regardez ici, vous avez Hussein Ahmed Ali André Msili, vous avez Hussein Ahmed et Mohamed Boudiaf, vous avez le Nesmato de Mohamed Hussein Ahmed. Donc, je répète, un théorème, quiconque a trahi Hussein Ahmed est infréquentable. Un homme qui a connu, qui a côtoyé ces trois autres hommes doit être sacré. Voilà. Dites que je fais dans le culte de la personnalité, dites ce que vous... je m'en balance. Je m'en balance. Voilà. Donc, aussi, toutes mes références bibliographiques qui apparaissent à la fin, là, sont américaines. Il n'y a pas de référence française chez moi, là. Hein. Elles sont en anglais. Vous allez avoir des cours, des démonstrations de mathématiques, des documents, etc. Ils sont tous en anglais. Grâce à Google, vous pouvez appuyer soit sur le doublage, soit sur le sous-titrage. Il y a assez longtemps, 3 ans, quand j'avais parlé des équilibres, le professeur Fatiha Talahid de l'Université d'Oran a eu une réaction très négative vis-à-vis de ma personne. Si elle avait critiqué la théorie, si elle avait développé une autre opinion, tant mieux. Aujourd'hui, j'irai sur des détails avec cette gêne, hein, avec la perturbation que je ressens là. Hein. Parce que ça fait très longtemps depuis que j'ai vu ça. Donc ceux qui veulent discuter de ce que je vais dire, de théorie, etc., marhaba soin. S'il vous plaît, sortez du modèle réactif algérien et français là. Le modèle réactif algérien et français sont très agressifs là. Hein. Allez-y vers les modèles de réaction anglo-saxons, américains, canadiens, anglais, etc. Même s'ils veulent t'abattre, ils t'abattent de manière très souple. Donc voici Ali André Msili, Mohamed Boudiaf, nous laissons à côté du monument Hussein Ahmed. Paul Ricoeur, dans le livre de Marie de Solesmes, dans Dialogue avec Paul Ricoeur, Samuel Rougier, Jean-Yves Leloup et Philippe Naquet, Paul Ricoeur a donc dit dans le sentiment de culpabilité, dans le chapitre, dans le sentiment de culpabilité, sagesse ou névrose, Paul Ricoeur a dit, alors que dans certains de vos ouvrages, vous condamniez la culpabilité, aujourd'hui, vous la considérez donc comme un sentiment plus positif que négatif. Pourquoi ce changement? Donc, Paul Ricoeur a évolué dans sa position vis-à-vis de la culpabilité. Avant, pour lui, la culpabilité est un sentiment négatif. Maintenant, c'est un sentiment positif. La réponse de Paul Ricoeur. Nous sommes actuellement dans une période de manque de culpabilité. Dans le sens où certaines personnes tolèrent l'intolérable. Certaines personnes qui tolèrent l'intolérable, essayez de voir en Algérie quelles sont ces personnes qui tolèrent l'intolérable.
et d'autres sont des exclus du sentiment de culpabilité. Et d'autres sont exclus du sentiment de culpabilité. Ça veut dire qu'il y a des coupables qui sont blanchis de culpabilité. Donc ça c'est Paul Ricoeur, un très célèbre philosophe français que je découvre. Dans le même livre, question à Stan Rougier, prêtre, poète surtout, et écrivain dans le chapitre intitulé par Marie de Solesmes, dans le chapitre dans la culpabilité, histoire d'homme ou de religion. Donc Stan Rougier a répondu à des questions sur la culpabilité. Est-ce que c'est une histoire d'homme ou de religion? La question, à ce propos, quelle différence faites-vous entre une culpabilité réelle et un sentiment de culpabilité? Quelle différence entre une culpabilité réelle et un sentiment de culpabilité, s'il vous plaît? Là où il manque des accents aigus, des accents graves, etc., mettez-les. Je travaille des fois avec un ordinateur uniquement français-canadien, des fois bilingue, anglais, etc., donc corrigez les fautes. Réponse de Stan Rougier. La vraie faute, c'est quoi? C'est de ne pas aimer. C'est de manquer à l'amour, c'est rendre l'autre malheureux, le juger, le condamner, ne pas lui permettre de s'épanouir, de s'accomplir. Le Christ a une très belle parole. Il dit, vous serez comme votre Père. Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit là, Jésus, je présume, qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons, qui donne sa pluie aux injustes comme aux justes, etc. Voilà. Donc la vraie faute, c'est quoi? C'est de ne pas aimer, c'est de manquer à l'amour, c'est rendre l'autre malheureux. Pensez à ceux qui détestent l'Algérie, pensez à ceux qui détestent les Algériens, pensez aux Algériens qui se détestent entre eux. Donc, dans le même livre, question à Philippe Naquet. Maintenant, Philippe Naquet est un chercheur, est un scientifique c'est-à-dire biologiste et biochimiste. C'est un chercheur. Dans la culpabilité libératrice, chapitre culpabilité libératrice. Question, apprendre à gérer l'échec, est-ce apprendre à gérer le sentiment de culpabilité ou plutôt à le contourner? Apprendre à gérer le sentiment de culpabilité ou plutôt à le contenir, à le contourner, apprendre à gérer l'échec. Donc, sa réponse a été, le sentiment de culpabilité naîtra naturellement de nos propres insuffisances auxquelles nous sommes réellement confrontés chaque jour. Nous faisons face à nos insuffisances, à nos incapacités, à nos incompétences, à notre ignorance. En fait, nous avons face à nous un objet complexe. Nous savons qu'il est complexe, nous savons qu'il fonctionne, malgré notre incapacité à le comprendre dans le détail. Il y a frustration. Mais pour parvenir à raisonner, à ouvrir des pistes, des voies, nous allons être obligés, il manque un accent, de le simplifier. Et cette démarche simplificatrice, un peu théorique, parfois scolaire, voire simpliste, conduit inévitablement à un déphasage entre l'objet de la recherche qui est profonde, réelle, et notre incapacité à l'atteindre. Donc ça, c'est la réponse de scientifique, le passage le plus important ici. C'est la démarche simplificatrice. Ça, c'est la démarche simplificatrice est un gouffre, est un mur auquel font face tous les chercheurs, etc. Quand un objet est très complexe, pour l'étudier, on le simplifie. Et quand on simplifie, on rate probablement l'essentiel. On rate l'essentiel. Et ça, c'est de la théorie. De la théorie, un objet complexe. L'univers fonctionne très bien, mais nous ne comprenons absolument rien. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent, plutôt qui croient, que le cœur pense. Le cœur pense que tout notre corps a les capacités d'envoyer
de l'information, à lancer, à donner des signaux pour l'expression d'une tristesse, d'une joie, d'un bonheur, d'un deuil, d'une douleur, d'un soulagement, etc. Donc, notre corps, là, les mollets, les genoux, les orteils, les doigts, etc., sont incapables de parler. C'est tout. C'est la faculté, la capacité de parler qui leur manque. Autrement, nos doigts diraient avant nos bouches, hein, diraient notre peine, notre joie, etc. Donc, voici où est-ce que ça va s'articuler. Hein. Surtout, donc, c'est la culpabilité, donc, culpabilité, sagesse ou névrose, tout ce qui touche à la culpabilité, à l'innocence. Hein. Maintenant, c'est là on va aller dans la perturbation. Hein. Voilà, moi je suis perturbé. Vous le serez un peu plus. Mais vous jetez un coup d'œil sur les cours et les exemples que je fournis en référence, ça deviendra un peu plus simple, hein, un peu plus clair. Hein. Je sais que c'est très, très perturbant. Voici l'exemple académique de l'équilibre de Nash. Pour que les choses soient claires, je raisonne en stratégie pure. Le mot pur est très très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, derrière ce mot pur, je cache les probabilités, je cache les calculs mathématiques, je cache des démonstrations mathématiques. Je suis en stratégie pure, c'est-à-dire toutes les hypothèses que je fixe sont certaines. Aucune n'est probable. Toutes, elles sont certaines. C'est-à-dire la probabilité est de 100%. Maintenant, j'introduirai l'histoire de probabilité, mais à la fin. Voilà. Vous avez, ça c'est l'exemple typique que vous allez trouver dans tous les cours académiques anglo-saxons. Quand je dis anglo-saxons, USA, Canada, Angleterre. Vous avez wife, l'épouse, Vantoth, wife, épouse, hein, qui est en rouge là. Et vous avez the husband, l'époux, Erges Vantothné, qui est en blanc. Contexte, ces deux personnes, cet homme, le mari et la femme, sont arrêtés par un enquêteur qui les soupçonne, qui les accuse plutôt, d'avoir assassiné un individu. L'homme et la femme ont assassiné un individu, sont arrêtés par un enquêteur. Il les place séparément, c'est-à-dire chacune, il leur pose les questions, il les interroge séparément, sans aucune possibilité de communication. Ok? C'est le mari et la femme. Hein? Ok. Avant de les interroger, il leur donne les règles du jeu. Si vous vous dénoncez mutuellement, si le mari dit que c'est la femme qui a tué et la femme dit que c'est le mari qui a tué, les deux s'accusent, donc les deux confessent, ils avouent, donc elles auront, le mari et la femme auront 10 années de prison. Ils iront en prison pour 10 ans. Le blanc c'est pour le mari, le rouge c'est pour la femme. Si l'époux avoue, voilà, l'époux confesse, il avoue que c'est sa femme qui a tué. Et sa femme nie, l'époux dit que ce n'est pas moi qui ai tué, c'est la femme qui va avouer qu'elle a tué. C'est son épouse. Donc la femme, elle aura pour 25 ans, l'homme aura pour 1 année. L'inverse maintenant. L'homme nie, il nie. Mais la femme dit que, elle dit que c'est lui qui a tué. Donc, la femme aura pour 1 année de prison, l'homme aura pour 25 années. Même s'il a nié, il a été dénoncé.
même chose. La femme nie, l'homme nie. Chacun aura 3 années de prison. Voilà. L'homme nie et la femme nie. Ils auront 3 années de prison. Voici. Qu'est-ce qui caractérise cet équilibre, cette matrice? On appelle ça la matrice. Donc, cette position, naïvement, quelle est la solution? Quel est l'équilibre? Ici, nous penserons rationnellement que l'homme va nier, la femme va nier. C'est-à-dire, on est là. Rationnellement, l'homme dira que ce n'est pas moi qui ai tué. La femme dira que ce n'est pas moi qui ai tué. Et personne n'accusera l'autre. Ok? Elle nie. Ce n'est pas moi, et personne n'accuse l'autre. Donc, les 2 personnes auront, le mari et la femme auront pour 3 années de prison. Donc, rationnellement, c'est la peine la plus faible, la plus basse. Vous allez croire que c'est la solution? Non. La solution, c'est 10-10. Ils iront en prison pour 10 années chacun. Ils n'iront pas en prison pour 25 années, mais ils iront en prison pour 10 années chacun. Ça, la solution, c'est 10. Pourquoi? Et pourtant, 3 années, c'est la peine la plus minimale. C'est là où il y a la perturbation. Maintenant, je vous ai dit que l'équilibre de Nash est 10 ans, c'est-à-dire les 2 doivent confesser. C'est-à-dire les 2 doivent s'accuser mutuellement. Ok? Pourquoi? 25 années, une année, c'est-à-dire ce couple de peine, est opposé à ce couple de peine. Donc, automatiquement, on les supprime. Après, je vais donner une explication plus formelle. Je les supprime. Le mari, en tant qu'être rationnel, il veut passer le minimum en prison. Il veut passer 1 année en prison. C'est tout ce qu'il veut. Donc, cet équilibre de 25,1 est opposé ce résultat est opposé à 1,25. Donc, ils sont à sauter. Donc, l'équilibre n'est pas là. Maintenant, pourquoi on passe de là à là? C'est-à-dire, pourquoi, au lieu d'avoir 3 années de prison chacun, ils auront pour 10. C'est l'équilibre. Bon, ils ont évité le pire. Mais ils ont évité aussi, ils ont pris plus que le minimum. Pourquoi? On va supposer, si l'homme dit que c'est la femme qui a tué, donc elle aura 25 ans. Si la femme dit que c'est l'homme qui a tué, l'homme aura 25 ans. Donc, pour éviter les 25 ans, ils doivent au mieux nier. Nier tous les 2. Mais puisqu'il y a ces 3 années de prison, alors qu'ils peuvent avoir 1 année de prison, 3 années de prison, alors qu'ils peuvent avoir 1 année de prison, que va faire la bonne femme? Elle va accuser l'autre. Et le raisonnement réciproque, inverse pour l'homme est valable. Puisque l'homme risque 3 années de prison ici, en niant, il nie. Il risque 3 années de prison. Ah non, il préfère aller vers là où il y a 1 année. Il y a 1 année. Donc, pour avoir 1 année de prison, il doit dénoncer sa femme. Donc, voici les 10 années. Après, là, j'ai préparé un tableau qui est au coin, là.
Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Quels sont les problèmes qui se posent ici? Moi, les problèmes théoriques, les questionnements. Il y a le problème de la rationalité limitée. Si nous étions intégralement rationnels, donc c'est 3 et 3 ans. Hein. Puisque notre rationalité est limitée, nous envoie à 10 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? L'égoïsme. Ça, c'est un raisonnement de capitaliste. Hein. Individualisme, l'égoïsme à outrance. C'est-à-dire, je maximise mon profit. Maximiser son profit, c'est minimiser sa peine. Donc, il y a l'égoïsme. Maintenant, on va voir. Après, j'ai expliqué ce qu'on appelle le principe de dominance. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a la présence de nos croyances, ce que nous croyons être rationnel, être bon pour nous, et absence totale de foi religieuse, d'exigence de vérité et d'honnêteté. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a rien. Là, dans cette formulation, hein, dans cet exemple, il n'y a ni foi, il n'y a ni honnêteté, il n'y a ni vérité. On s'en fout de la vérité, de l'honnêteté, rien, rien, rien. Mon objectif est de passer le minimum de temps en prison. De préférence une année, et je me retrouve avec 10 ans. Voilà. Maintenant, on va le rendre un peu plus sophistiqué. Le même cas. Hein. Ici, c'est le mari et la femme, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'entraide parce qu'ils ont été pris séparément. Maintenant, je passe à celui-là. Vous avez, c'est la même forme ici. Vous avez à côté Sherif et Lajar. Vous avez Mahdi et Tounes Hakim. Je change les peines. S'ils s'accusent mutuellement. Bon, l'enquêteur a ses certitudes. Là, toujours cette hypothèse. L'enquêteur a ses certitudes que c'est soit Sherif et Lajar, soit Mahdi et Tounes Hakim, ou bien les 4 ont participé à un crime. L'enquêteur, il a cette certitude. Hein. Alors, il veut extraire la vérité, il veut saturer les mensonges. Pour saturer les mensonges, il leur dit, voici les tarifs. Si vous vous accusez mutuellement, vous aurez 35 ans chacun. Vous vous accusez mutuellement. C'est-à-dire, Sherif El Lajar accuse Mahdi et Tounes Hakim, Mahdi et Tounes Hakim accusent Sherif El Lajar. Donc, les deux auront 35 ans, les deux auront 35 ans de prison. Ok? C'est Sherif accuse Mahdi et Tounes Hakim. Ils auront 45 ans à condition que Mahdi et Tounes Hakim n'accusent pas Sherif. Dans ce cas-là, il sera condamné, Sherif et Lajar, ils seront condamnés à 1 an de prison. À 1 an de prison pour une futilité, une babia. Donc, Sherif et Lajar, ils nient. Donc, ils nient alors que Mahdi et Tounes Hakim les accusent. Donc, ils auront pour 45 ans. Et Mahdi et Tounes Hakim auront pour 1 an. Maintenant, les deux couples, Mahdi et Tounes Hakim, Sherif et Lajar, nient. Les deux couples nient. Chaque couple aura 15 ans. Chaque couple aura 15 ans. Quel est l'équilibre? Les deux couples, Mahdi et Tounes Hakim, Sherif et Lajar, vont se retrouver avec 35 ans de prison. Les deux couples, hein, les quatre mecs, les 4 personnes vont se retrouver en prison pour 35 ans. Voici l'équilibre. Juste après, je l'explique là-bas. 35 ans. Je l'explique d'une manière plus formelle. Hein, plus formelle. Qu'est-ce qu'il y a?
On contextualise maintenant. Par contre, on donne de la matière à ce cas. C'est-à-dire, Mahdi et Toushafi, Sherif El Hajar, sont accusés d'avoir assassiné le Mounas Matoub. Arrivé devant le procès, au procès, il nie. Devant le procès, il nie. Sherif El Hajar, Mahdi et Toushafi, tribunal, il nie. Cour, tribunal ou cour, etc. Il nie. Non, nous n'avons pas. Non, monsieur, vous avez avoué. Vous vous êtes accusés mutuellement. Vous vous êtes accusés. Donc, vous allez pour 35 ans de prison. Donc, les peines sont plus lourdes qu'avant. Hein? Les peines sont plus lourdes. J'ai fait exprès pour montrer. Psychologiquement, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que les deux personnes peuvent tenir avec des conditions de peine alourdies? Le minimum, c'est 1 an. Le maximum, c'est 45 ans. Et la peine intermédiaire est de 35 ans. Et il y a 15 ans. 1, 15, 35, 45. De une année possible, les deux couples vont se retrouver avec 35 ans. Donc, les peines sont plus lourdes. Quand les peines sont plus lourdes, il y a un incitatif à la dénonciation. Je t'incite, monsieur, quel que soit le couple. Ah non, nous n'irons pas en prison pour 35 ans. Donc, nous allons dénoncer. Les deux couples auront le même raisonnement. Alors qu'en dénonçant l'autre, ils s'attendaient à 1 année. Okay? Donc, ils se retrouveront à 35 ans. Les peines sont alourdies. Il y a donc un incitatif à la dénonciation. Dénonciation ou délation, peu importe maintenant. Hein? Donc, les peines sont ce qu'on appelle truth serum. C'est le sérum de la vérité. Je te sanctionne. Plus la sanction est lourde, plus tu auras la propension à dire la vérité. Maintenant, pris individuellement, ici vous avez un couple, maintenant, si on revient à ici, suppose que Mahdi et Toushafi sont un couple, Sherif El Hajar sont un couple, et on en retrouve ici là. Donc c'est le même problème qui se pose dans le couple. Donc vous pouvez avoir 4 personnes qui sont en prison, vous pouvez avoir 2 prisons qui sont en prison, etc. etc. C'est un peu complexe, c'est pas grave. Donc, Mahdi, à cause de la sévérité des peines, la loi de l'omerta est brisée. C'est-à-dire la loi du silence est brisée. Où est-ce qu'on voit cette situation? C'est dans les gangs de rue. Tu prends un seul bonhomme est arrêté et tout le gang tombe avec. Mais par contre, dans la mafia italienne, la loi de l'omerta, c'est une procédure ex ante. C'est-à-dire, avant que le dégât n'arrive, monsieur, tu t'engages à ne pas avouer, à garder le silence, quelle que soit la peine. On te promet monts et merveilles. Beaucoup d'argent, on va te libérer, on va dynamiter la prison, tout ce que vous voulez là. Hein? On va assassiner les procureurs, on va assassiner les policiers, tout. Mahdi et Sherif peuvent disculper Toushafi et El Hajar s'ils reconnaissent qu'ils sont les seuls auteurs du crime. Ce sont eux qui ont assassiné Matoub Lounes. Ok. Les possibilités d'alliance de coopération dans les couples, c'est possible. Maintenant, Toushafi et Mahdi sont rentrés chez eux, Sherif et El Hajar sont rentrés chez eux, à la maison, paf, ils s'entendent, voilà, concernant l'assassinat de Lounas Matoub, si on remonte jusqu'à nous, voici ce que nous allons dire, mais ils ignorent ce que diront Toushafi et Mahdi. Hein? Si la coopération est possible dans chacun des couples, entre les deux couples, non, parce que 2 heures après l'assassinat, un enquêteur est venu là. Hein? Ok? Donc ici,
il y a des problématiques. J'ai parlé de juges, des aveux, du ni, bon, devant le juge, ils ont nié, devant l'enquêteur, ils ont avoué, etc. Donc, il y a des problématiques juridiques ex ante, c'est-à-dire avant un crime et après le crime. Est-ce qu'on prend les aveux comme preuve? Est-ce qu'il faut des preuves matérielles? C'est pour cette raison qu'il y a des procès devant le jury. Devant le jury. C'est une partie tierce. Donc, ex ante, avant, pour anticiper un crime, peut-être annoncer des peines très très lourdes, en ex post. Maintenant, c'est quand des accusés reviennent sur leurs aveux. Il suffit de torturer un bonhomme pour qu'il vous dise l'impossible. Donc, 5 années après, donc on est toujours dans Mahdi et tout Haki, Sherif et Raja, 5 années après, les 4 personnes, elles ont été condamnées à 35 ans. Hein. 5 années après, les 4 personnes ont été graciées. Quelles sont les règles de grâce? Ça, c'est un problème d'ex ante et d'ex post aussi. Hein. Comment est-ce qu'on gracie? Les 4 personnes se sont accusées de l'assassinat de Matoub Lounes. Normalement, c'est 35 ans. Après 4 années, elles ont été graciées. Quelles sont les règles de la grâce? Ensuite, après, les 4 personnes se sont présentées devant la famille de Lounes Matoub. Ça a été voir Matoub Lounes pour laver leur honneur. Ces 4 personnes ont juré qu'elles n'ont absolument rien à voir avec l'assassinat de Lounes Matoub. Voilà. Lounes Matoub a été assassiné dans les virages de Tel Abounet. C'est vrai que ces 4 personnes étaient là, juste à côté, juste au-dessus du talus, là, hein, du talus de Tel Abounet. Hein. C'était juste au-dessus, là. Hein. Ils pique-niquaient, ils faisaient ce qu'ils faisaient, etc. C'était là, oui, nous étions là-bas. Mais nous jurons que nous n'avons rien à voir avec l'assassinat de Lounes Matoub. 10 années après, Matoub Lounes a été assassiné en 1996. 10 années après. Donc ça fait 15 ans après. Hein, 5 années, elles ont été libérées à 10 ans après. 15 années après, elles ont demandé une révision du procès. La révision d'un procès est-elle un droit constitutionnel, institutionnel? Est-ce que dans le cas d'une faute, d'une erreur judiciaire, quelles sont les règles de la réparation de l'erreur? Ok? J'avance. Maintenant, je vais tourner la caméra, du moins c'est une tablette, hein, je vais expliquer un peu mieux les deux situations. Les conditions de travail sont infernales. Ah, c'est pas possible. Donc, le premier cas, l'épouse et le mari. Le mari avoue. Donc, nous avons 23 et 3. Comment aboutir? Comment dire que c'est ça l'équilibre de Nash? C'est-à-dire les deux vont s'accuser. Regarde ce qu'on appelle la position dominante. En position dominante, je regarde les chiffres qui sont en bleu. Les chiffres qui sont en bleu. Les voici. Ces chiffres concernent le mari. Donc, le mari a ce qu'on appelle une position dominante. Une année de peine est inférieure à 10 ans et 3 années sont inférieures à 25 ans. Donc, rationnellement,
il doit jouer ici. Donc, pour avoir une année de prison ou 3 ans de prison, et pour éviter 10 ans et 25 ans, il doit jouer ici. Maintenant, pour pour le bleu, c'est ça. Pardon, c'est le bleu, hein. Je vous dis qu'il y a des perturbations. Donc, la stratégie 10 ans de prison, c'est mieux que 25 ans de prison. Une année de prison, c'est mieux que 3 années de prison. Donc, l'intérêt, la rationalité pour maximiser son profit, le mari doit avouer. C'est-à-dire, il doit jouer ici. Il doit jouer dans cette ligne. C'est ce qu'on appelle la stratégie dominante. Maintenant, pour la femme, elle a 25 ans et 3 ans, 10 ans et une année. Donc, rationnellement, pour que la femme écope de la peine minimale, elle doit, elle aussi, avouer. Elle ne doit pas jouer ici, elle doit jouer ici. 10 et 1. Quelle est la peine commune maintenant? C'est l'intersection. Voilà pourquoi c'est 10 ans et 10 ans. C'est-à-dire les deux accusés, les deux personnes vont s'accuser mutuellement. Cette position, nous avons dit que personne n'acceptera 25 ans alors que l'autre, il a la possibilité d'avoir une année. Il refusera d'avoir 25 ans et l'autre alors qu'il a la possibilité d'avoir une année. Donc elles sont antagoniques. Maintenant, si les deux nient, si la personne, elle nie, elle est là, puisqu'elle a nié, elle peut venir ici, elle est dans la même ligne. Celui-là, puisqu'il a nié, il est là, 3 et 3, donc il peut venir ici. Voici l'explication formelle du cas du mari et de la femme. Maintenant, nous avons dit, chez les Felajar, ça devient assez compliqué. Chez les Felajar, Mahdi est une srati. Je n'ai fait que ça. Hein. C'est husband. Ouais, c'est le même truc. Maintenant, j'ai alourdi les peines. Sauf qu'il y a maintenant ici 2 personnes et 2 personnes. Nous avons dit que les deux couples vont se retrouver avec 35 ans. C'est le même raisonnement. Hein. 35 et une année sont inférieurs à 45 ans et 15 ans. Donc, chez les Felajar, sont obligés de jouer ici. Mahdi et deux Hati. 35 et 1 sont inférieurs respectivement à 45 et 15. Donc, ils vont jouer ici. Quelle est l'intersection? C'est ça. C'est ce qu'on appelle la position dominante. Donc ici, ils vont se retrouver avec 35 ans de prison. Alors qu'ici, normalement, je prends cette matrice-là, je la mets ici, je la mets ici, je la mets ici, et je la mets ici. Ok? C'est cette matrice-là, toute cette matrice-là. Hein? Je la mets ici, dans cette case, dans cette case, dans cette case, dans cette case. Mais, nous savons que c'est cette case qui est toujours gagnante. C'est-à-dire, c'est qu'on fait ce qu'on fait. Donc, est-ce que je dois ramener ça ici? Non. Donc, je vais raisonner à partir d'un couple chez les Felajar. Ah oui. Donc, de 10 ans à 10, de 10 et 10 ans, de 10 ans, ils sont passés à 35 ans parce que les peines sont changées. Donc là, quels sont les problèmes qui sont posés ici? C'est les problèmes de coopération, les problèmes d'alliance, on appelle ça les alliances, et, je le dis comme ça, l'incertitude stratégique, on appelle ça. Hein. Mais j'ai dit tout à fait au début que nous allons utiliser de la stratégie pure. Après, je vais reprendre un autre cas encore un peu plus complexe.
Je repasse au tableau, maintenant. Chers compatriotes, donc, après l'ONA, ça allait en Sidi, c'est-à-dire maintenant on va aller vers la révolution. La révolution et les révolutionnaires algériens. J'aime la musique, je cherche de la musique. Comme par hasard. Donc le 5 juillet 2026 en Algérie, il est passé comme il est passé. Mieux, c'est-à-dire on l'a encore souillé, on a l'indépendance de l'Algérie, l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie a été souillé par des élections législatives, parce qu'il paraît, hein, des élections législatives. J'essaie, j'écoute, je travaille en écoutant de la musique. De temps en temps, j'écoute, je cherche de la musique, etc. à écouter. Comme par hasard, dans les musiques des films western de Sergio Leone, le bon, la brute et le truand, le bad, the ugly and the good, etc. Once upon a time in the West, les titres fois dans l'Ouest, etc. Faut que la musique, c'est toujours Ennio Morricone. Comme par hasard, c'est un hasard, hein. Je vois Ennio Morricone, la Battaglia d'Algérie. C'est la bataille d'Alger en 2026, là. Le 5 juillet 2026. Avant, quelques jours avant, etc. Est-ce que les films de légende sur la guerre de libération nationale, l'opium et le bâton, la bataille d'Alger, est-ce qu'ils ont été rediffusés en Algérie? Je pense que non. Hein. La bataille d'Alger, l'opium et le bâton, Hassan Terro, quelque chose comme ça. Les enfants, quelque chose, les enfants, etc. Parce que, bon, pour moi, je suis trop satisfait. Satisfaction totale. La révolution algérienne et la guerre de libération nationale, en pensant à Msaad Chod, elle est suffisamment suivie par celui qui occupe la conciergerie de Macron et les généraux comme ça. Hein. Maintenant, remettre la bataille d'Alger, Ennio Morricone, etc. Mais ceci pour l'émotion. يما مشي ذا الفضرة عبان وياه قري قدام ظلام سوينا تساوي Donc après, oh non. Donc après Férouz, vous avez Louis Matou Benouara. Maintenant on passe à un autre monument. يما مشي ذا الفضرة
Voilà. Donc maintenant, je suis désolé, je ne suis pas habitué à ce matériel-là, à le manipuler. Donc, le smartphone est situé entre Fayrouz, Marcel Khalifa et autres. S'il vous plaît, avant de continuer avec ces assassinats politiques, je dois m'arrêter 5 minutes. La cadence est assez soutenue. J'ai fait déjà 1 heure, plus d'1 heure. Je m'arrête et je reviens. Donc, chers compatriotes, je continue. Maintenant, je passe au cas de l'assassinat de Halim Sili, Mohamed Boudiaf et Lounas Mahtoub. Si ces assassinats politiques sont considérés comme une défense par les décideurs de la dictature, alors qui sont les coupables? C'est perturbant. Donc, Ali André Msili, Mohamed Boudiaf et Lounas Mahtoub ont été assassinés. Ces assassinats sont considérés comme étant une défense pour défendre des intérêts, alors qu'ils sont les coupables. Ceux qui défendent leurs intérêts ont décidé d'assassiner ces 3 révolutionnaires. D'abord, l'assassinat de Halim Sili, Mohamed Boudiaf et Lounas Mahtoub, c'est l'assassinat de la révolution. Ces 3 hommes de l'Algérie, là, Ali André Msili, Mohamed Boudiaf et Lounas Mahtoub sont des révolutionnaires. En les assassinant, c'est l'assassinat d'une révolution qu'ils veulent perpétuer. La révolution d'Ali André Msili, c'était la révolution des droits de l'homme, de la justice et du droit. L'assassinat de Mohamed Boudiaf, en 92, c'était l'assassinat d'une justice sociale, d'un état de droit et d'une Algérie prospère, d'une patrie prospère qu'ils veulent assassiner. C'est la révolution de la prospérité qu'ils ont assassinée. L'assassinat de Lounas Mahtoub, c'est l'assassinat du porteur de l'héritage des 2 premiers. Lounas Mahtoub, intrinsèquement, c'était un révolutionnaire qui a porté la révolution des autres aussi. Lui-même est un révolutionnaire. Lounas Mahtoub est un révolutionnaire lui-même. Lui, il a révolutionné l'art, le fun, la musique, la poésie, etc. Une parenthèse. De son vivant, Lounas Mahtoub était craint. Il était craint. Même s'il était très affable, très courtois, très gentil, très généreux, il était craint. Mort, il est encore craint plus. Il y a les chanteurs algériens, kabyles en particulier. Défendre la mémoire de Lounas Mahtoub, demander la vérité sur l'assassinat de Lounas Mahtoub, etc., ne fera que grandir. Même si en vous grandissant ainsi, c'est-à-dire en réclamant la vérité sur l'assassinat de Lounas Mahtoub, Mohamed Boudiaf, Halim Sili, etc., vous serez grand. Vous allez mourir avec au moins cet honneur. Là, actuellement, vous risquez de mourir dans l'insignifiance. Oui, il y aura des Algériens qui vont vous aimer, vous adorer. Ils diront des philosophes, de ceci et de cela. Non, mais ça, c'est insuffisant, ça. Le prestige, la postérité, le prestige honorifique, hein, la postérité, elle passe par là. Vous pouvez chanter jusqu'à l'an 150 000. Vous n'égalerez jamais
La poésie, la musique et la voix de Lounas Matoub. Jamais, jamais, jamais. Dites que Lounas Matoub portait des bottes, dites qu'il portait des tatouages, dites ce que vous voulez. Lounas Matoub est plus que Faulkner dans la littérature. Bien. Dites ce que vous voulez sur Lounas. Je ne l'ai jamais connu, Lounas Matoub. Hein? Je ne l'ai jamais connu. Hein? Mais vous n'égalerez jamais, jamais, jamais ses musiques, sa poésie, son engagement et sa générosité. Vous pouvez continuer à téter le biberon du dinar algérien, là. Allez, vous pouvez de temps en temps comme ça, à la mémoire de Lounas Matoub, etc., etc., etc. Non, non, ça nourrit pas son bonhomme, ça. Dans les dilemmes d'avant, dilemme du prisonnier, la transposition, etc. Et dit d'ailleurs, je le reprends, voilà, ici, dans l'assassinat, j'ai dit que Mehdi et tous Hafiz, Sherif et Raja ont été accusés de l'assassinat de Lounas Matoub. Ils ont fait ce qu'ils ont fait auprès de la famille de Lounas Matoub. Ils ont fait ce qu'ils ont fait de Lounas Matoub. Finalement, je suppose que je suis l'assassin de Lounas Matoub. J'ai ma femme, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, etc. Je suis l'assassin de Lounas Matoub. Personne ne sait que je suis l'assassin. La femme avec qui je vis, mes enfants, ma famille, etc. Personne ne sait que je suis l'assassin de Lounas Matoub. Dans ma famille, il y a mes enfants, ma femme, et dans ma famille, il y a ceux qui aiment Lounas Matoub. Ou Lounas Matoub, ils viennent me dire Lounas Matoub et ceci et cela et cela. Comment vais-je me comporter avec mes enfants, avec mon sang? Moi qui ai tué Lounas Matoub. Il arrivera un jour où j'exploserai. Soit je deviendrai fou, soit je dirai je vais fuir en Argentine, comme l'ont fait les nazis, et à partir de l'Argentine, quelque part d'Ushuaïa, je vais dire que c'est moi qui ai tué Lounas Matoub. Voici les commanditaires, voici pourquoi je l'ai tué, voici ce qui m'a été dit, voici, etc. Voici, je l'ai tué tout seul, j'en ai marre, je ne peux pas le voir en négatif, je l'ai tué. Ok? Je l'ai tué parce que des généraux de l'époque m'ont dit, etc., etc. Donc, je le tue, j'avouerai pour que je fasse acte de rédemption et demander à Dieu de pardonner au moins une partie. Sinon, il va me foutre dans l'acide chlorhydrique de l'enfer. Donc, si les généraux, actuellement, donc en assassinant ces trois-là, c'est une continuité. Donc, il y a une logique. Alim Sili a été assassiné en 87, Mohamed Boudiaf en 92, 5 ans après, Lounas Matoub 5 ans après. Donc, il y a la question de la cadence, les rythmes des assassinats politiques en Algérie, hein, la cadence et les conjonctures se ressemblent. Donc, on est depuis l'assassinat de Lounas Matoub en 2001, 2002, 2003, c'est une autre série d'assassinats. Okay. Ensuite, il y a une accalmie sur les assassinats, du moins publiquement. Nous ignorons, il y a des généraux qui crèvent, on dit victimes d'un règlement de compte, de ceci et de cela. Actuellement, il y a des personnes, des tenus politiques qui risquent de mourir en prison. Voilà.
Donc, l'assassinat des trois, pris ensemble, donne la nature. C'est-à-dire, il y a une continuation dans le régime politique algérien. C'est-à-dire, dans la dictature militaire, il y a une continuation. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, il n'y a pas une révolution des œillets. Donc, ça, il faut toujours l'extraire dans vérité et silence. L'innocence et culpabilité. Hein? Innocence et culpabilité. Maintenant, vous avez les généraux et la présidence, il y a les assassins, les complices, les témoins et les magistrats. Les magistrats, il jure devant Dieu qu'il dira qu'il défendra la justice, qu'il défendra le bon Dieu, qu'il défendra... Je dis, arrêtez de défendre le diable, là. Je ne sais pas, là, je ne sais pas. Un témoin, un assassin, un témoin et un magistrat qui a géré ça, qui s'est occupé, qui est mêlé aux affaires d'assassinat de Ali André Msili et Mohamed Boudiaf et Lounas Matoub. Comment est-ce que vous arrivez à dormir avec vos femmes? Comment est-ce que vous arrivez à regarder vos enfants là? Comment arrivez-vous à supporter ce qui se dit par les Algériens et par les étrangers? Allez-y à la Mecque 99 000 fois. Allez-y à la Kaaba 1 million de fois. Faites 1 milliard de prières. Sans acte de rédemption, rien, rien et rien. Donc, les assassins, les complices et les témoins, les magistrats, vous avez la vérité et le silence. Et les généraux, vous avez la vérité et le silence. J'ai enlevé les chiffres. Ici, si tout le monde veut la vérité, nous aurons un état de droit et un état de droit. Donc, c'est un état de droit. Si certains veulent la vérité et les autres le silence, et ceux qui veulent le silence sont plus puissants que ceux qui veulent la vérité. Donc, à ceux qui veulent la vérité, bon, donc il y aura l'honneur d'avoir défendu un état de droit et il y aura l'impunité. Là, il y a, si c'est les généraux actuels, là, hein, qui veulent un état, qui disent qui veulent la vérité, donc on aura un état de droit. Et pour les magistrats, les assassins et les complices, etc., c'est l'impunité. Et dans les deux cas, silence, etc., nous avons l'impunité. Et c'est la malédiction qui est tombée sur la patrie qui va continuer ainsi. Donc, les assassins, complices, témoins et magistrats doivent aller vers des considérations privées, comme la rédemption par la voie religieuse. Demandez à Dieu de vous pardonner. Demandez au peuple de vous pardonner. Et l'absolution de leurs crimes dans leur famille. Les assassins, etc., témoins, les généraux, les magistrats, pensent aux sanctions et récompenses, doivent penser aux sanctions et récompenses divines lors du jugement dernier, là. Qu'ils pensent à l'honneur récoltable pour leur famille, parents, époux, etc. Il y aura toujours, hein. La famille de Kennedy a été assassinée, bon, mais sa famille est restée dans les honneurs. D'autres Kennedy ont été assassinés, mais la famille Kennedy est restée dans l'honneur. Okay. Maintenant, on commence à faire des révélations sur les auteurs. Est-ce qu'une révolution des œillets, conduite par des généraux intègres, peut mener vers ça? Ça demande du temps, là. Hein. Oui, j'ai tardé.